Pierre Compère, qui est un développeur de business. Vous avez la parole, Pierre. Merci. Merci pour cette présentation. Et je ne suis pas le ministre français de l'Agriculture. Mon nom est Pierre Compère et je suis ravie d'animer cette table ronde ce matin. Et dans le secteur de l'agroalimentaire, je fais partie de Agri-Sud-Ouest Innovation et son équipe, Agri-Sud-Ouest Innovation, est un pôle d'innovation français et qui fait partie du monde de FIRA, pôle de compétitivité. Et nous travaillons à vraiment au développement de l'agriculture. Donc le secteur agricole est très fort ici, très porteur dans la région du Sud-Ouest en Occitanie, surtout ici sur le territoire de Sicoval, qui est donc un territoire d'innovation. Nous nous trouvons au sud-est de Toulouse et c'est le centre de gravité du système d'écosystème robotique. On l'appelle Agrobotics Land d'ailleurs. Mais concentrons-nous sur notre sujet pour aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que c'est un mariage heureux aujourd'hui entre les startups de la robotique agricole et industrielle, leaders du machinisme agricole? Un couple gagnant ou pas? Alors, c'est un secteur qui va croissant. Et nous devons comprendre quels sont les challenges et pourquoi est-ce que ces collaborations sont aujourd'hui assez communes. Eh bien, quelles sont les étapes clés de ces partenariats et comment est-ce que les relations se fondent. Du point de vue de notre expérience avec ce couple gagnant, nous allons inviter un premier couple gagnant, Philippe Camps, directeur marketing de AXX, et Stéphane Kiefer, qui est responsable de l'innovation dans la production végétale pour Amazonenwerk. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, présenter vos entreprises et nous expliquer le fruit de votre collaboration, qui est le robot en soi. Bonjour, je m'appelle Philippe Camps. Merci de m'avoir invité, de me donner l'opportunité de parler ici de notre collaboration. AG Exceed a été fondé en 2008 et après 2 ans, on a pu vraiment présenter notre premier robot et nous avons pu lancer notre première application avec les tests. Je parle du logiciel et de tout l'aspect sécuritaire et toutes les mesures de sécurité qui sont prises. Et Exceed, dès le début, a suivi le chemin de la collaboration pour l'achat. Nous n'avons pas réinventé la roue. Nous sommes une équipe d'architecture qui ensuite, avec les agriculteurs et l'industrie, travaille au niveau de la technologie pour voir quelles sont les innovations futures. Et le fruit de cette collaboration, dès le départ, avec également des fabricants, car nous savons que le robot n'est que, en fait, une petite part dans la chaîne énorme de l'agriculture et l'écosystème. La sécurité, c'est une plateforme pour les données et le pouvoir. Et le reste, ce sont les professionnels qui doivent le faire, qui sont, eux, sur le terrain, et des entreprises comme Amazon. Très bonne transition. Stéphane Kiefer, quelques mots sur Amazonen. Eh bien, merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être là. Donc, pour vous expliquer, Amazonen, qui est très connu en France, ça fait 140 ans que notre entreprise existe et cela fait plus de 20 ans que je suis responsable de l'innovation dans la production végétale. Et nous avons travaillé sur la machinerie autonome, le machinisme autonome. Et donc nous
restons depuis 2008. Comme le disait, nous avons commencé notre premier projet robot avec une collaboration universitaire. Et grâce à nos coopérations, nous avons travaillé avec des androïdes et nous avons fondé Exceed parce que vraiment, en tant que fabricant, nous n'avions jamais fait de tracteur. Et donc, nous avons voulu travailler avec cette vraiment une large gamme de tracteurs et en les combinant avec Isobus et d'autres des données. Et ça a vraiment été l'état d'esprit de Exceed et nous avons pu avancer très rapidement ensemble. Et nous avons commencé avec cette collaboration et enfin, c'est un véritable interface entre la machinerie. Et nous allons parler de ceci plus tard. Et je comprends que c'est vraiment, ce n'est pas juste une opportunité, mais une véritable stratégie de la part de Exceed. Vous avez eu plusieurs plusieurs collaborations, absolument. C'est vraiment, nous n'avions pas beaucoup de capitaux, c'était une start-up évidemment, mais Autoclass a investi dans Exceed, donc dès le début, la stratégie a été très claire. La coopération s'est faite de manière très naturelle. Asseyez-vous, je vous en prie. Maintenant, Yanis McMahor, qui est fondateur et PDG de Tevel, et Peter van der Vlugt, qui est directeur général de Kubota. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous pouvez présenter votre entreprise et quel est le type de collaboration sur les robots? En fait, il s'agit de robots volants pour la cueillette des fruits. En fait, ils sont connectés avec des caméras au sol. Et aujourd'hui, c'est de la cueillette comme les nectarines, les pêches, les abricots, les pommes, les poires et d'autres fruits qui vont être ajoutés. Et Kubota. Merci. Moi, je viens plutôt de l'industrie traditionnelle avec Kubota, une entreprise de 130 ans. Et également une industrie de l'outil, fabricant d'outils. Donc sur le marché, donc 140 ans, comme je le disais. Donc on a une grande histoire derrière nous. Nous comprenons pour les outils Isobus. Et ça fait 10 ans que nous travaillons et que je suis PDG et directeur général et président du pôle innovation pour l'Europe de Kubota. Et nous avons lancé ce type de concept, Stéphano les a mentionnés, avec l'aspect stratégique et les investissements pour accélérer le développement de l'innovation qui vise à aider les startups et puis les instituts de recherche, les projets, les essais de produits, les modèles business et ensuite travailler avec les agents et les cultivateurs, voir si la technologie répond aux besoins du marché. Et il y a 2 ans, grâce à un investissement, nous avons contribué à un projet et notre partenariat tient depuis. On essaie de travailler avec les cultivateurs pour voir quel est vraiment le meilleur outil à leur apporter. Nous allons en débattre plus en avant. Nous sommes donc tous maintenant sur scène. Nous allons parler donc de vos expériences sur le terrain. Peut-être que vous pourriez parler davantage des motivations de votre alliance. Commencez, s'il vous plaît, Stéphane Kiefer. En fait, pour nous, la motivation, c'était la connaissance du produit et c'était clair dès le départ que nous devions avoir des tracteurs autonomes et c'était notre vision pour le marché.
toutes les solutions que nous avons vues sur le marché ne correspondaient pas à ce que nous cherchions. Nos concurrents également fabriquaient des robots. Donc nous, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on fait un robot ou pas nous-mêmes. Et finalement, on n'a pas des ingénieurs comme ça sous la main pour concevoir de nouveaux outils. Donc en fait, on optimise nos outils sous la surveillance de la qualité du travail, avec des informations complémentaires sur les outils. Et nous avons lancé un réseau car on ne peut survivre que lorsqu'on est connecté au tracteur et au machinisme. Donc nous ne sommes pas assez proches des entreprises. Et pourquoi est-ce que vos outils ne deviendraient pas eux-mêmes autonomes? Oui, c'est ce que l'on recherche, une complète autonomie de nos outils et de nos instruments avec un robot, mais ce n'est pas encore entièrement automatisé. Donc c'est évidemment, cela fait partie également de nos objectifs. Donc nous voulons lancer ce tracteur complètement autonome, le 8R, et il y a beaucoup de communication entre les équipes. Et les données, la boucle des données en continu est très très importante. Isobus, peut-être que tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit. Est-ce que vous pourriez nous en parler? C'est une norme. Cela fait 20 ans que cette norme existe et il y a donc un projet avec ISF qui organise à travers le monde la normalisation entre les outils, les tracteurs et les terminaux. Et il y a quelquefois des pièces à l'intérieur qui sont vraiment très importantes. Donc la communication et le contrôle actif d'un outil et du tracteur. Et c'est une technologie clé qu'il nous faut absolument pour avoir un réseau ouvert, pour que les machines puissent travailler avec les tracteurs. Et cette communication doit être élargie aujourd'hui. Il nous faut plus de données. Et nous avons trouvé un partenaire qui, justement, nous donne toutes les données. Et c'est là, ça a été ça le début de cette exclusivité dans nos échanges. Et nous avons besoin les uns des autres. Et c'est la raison pour laquelle Exceed nous aide. Et on va voir si on a finalement le feu vert et notre objectif clé. Et c'est notre stratégie d'innovation clé. Et j'aimerais ajouter que tous les robots que l'on voit sur le marché aujourd'hui, il y a une différence entre le machinisme autonome, c'est notre projet, et les robots, c'est encore un autre projet, mais on l'a également à l'esprit avec un projet d'Android et des coopérations. Et pour nous, pour notre entreprise, c'est un marché niche aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on passe moins de temps sur les robots parce que ça va peut-être être basé sur plus l'agriculture bio et les fruits et légumes. Alors pour rebondir sur ce que Stéphane vient de dire, sur les données, sur Isobus, est-ce que c'est vraiment la clé? Est-ce que c'est au cœur de votre partenariat, cette facilité et cette capacité à partager les données et à être tout le temps connecté? J'imagine que c'est évident. Oui et non, je dirais. Surtout la relation avec la partie robotique, c'est tout à fait spécifique ici, car c'est quelque chose, les robots, c'est un monde en soi. Et évidemment qu'il faut partager les données et elles doivent être interopérables avec les différents systèmes et l'utilisateur. Mais pour revenir sur ce que Stéphane disait, en fait, entre les outils et le tracteur, ça peut être un robot, plateforme qui utilise les mêmes principes d'Isobus, surtout pour cette équipe qui permet l'autonomie et de la plateforme du robot. En fait, l'outil peut être une combinaison
de 2 machines qui travaillent de manière semi-autonome ou de manière complètement autonome, si la plateforme ou le tracteur est complètement autonome. Donc je suis tout à fait d'accord, c'est la manière d'avancer, car Isobus, c'est la manière d'avancer parce qu'on en parlait beaucoup hier de la sécurité. Et ces principes doivent être vraiment des principes premiers. Également, les fabricants de robots et de tracteurs autonomes doivent tenir compte de ceci, car cette norme existe. Si nous revenons sur les robots qui sont auto-organisés, auto-propulsés, alors ça c'est différent, parce que vous utilisez également des plateformes pour la cueillette des fruits, où l'outil, c'est le robot. Le robot, finalement, c'est l'outil. Et donc, c'est lui qui fait la cueillette. Et ensuite, il y a le tracteur qui qui traverse et se déplace à travers le verger. Donc, en fait, c'est la même idée. C'est-à-dire, il y a bien quelque chose qui lance la cueillette avec l'application et il faut que les deux soient connectés, la plateforme et le robot. Donc c'est dans des données embarquées et avec une surveillance à distance. Donc ce type d'échange de données doit également être appréhendé. Alors il y a un parallèle entre les deux cas. Kubota est connu pour les tracteurs et on ne voit pas de connexion entre vos drones, enfin vos robots volants et votre spécialité, votre cœur de spécialité. Donc quel est l'objectif pour Kubota? Oui, c'est une excellente question. En fait, il faut que j'explique que Kubota est une position très dominante sur le marché des petits tracteurs et c'est vraiment une situation stratégique et Kubota doit vraiment se spécialiser sur ces cultures spécialisées. C'est très important pour nous. Nous avons entendu parler hier et nous avons vu tous les problèmes du calendrier de la récolte, de la pénurie de main-d'œuvre et d'autres problèmes que rencontrent les agriculteurs. Et grâce à ces investissements et ces stratégies de collaboration, nous réussissons à pallier ces problèmes. Et ce sont des éléments clés dans nos investissements de motivation pour investir dans ces startups. Alors, ce sont des machines complètement différentes. Et c'est une approche différente. Si vous regardez des plateformes de cueillette et de trains de cueillette, ce n'est pas si loin. Il y a une unité au sol. Et normalement, ce sont des personnes qui font la cueillette des pommes et aujourd'hui, c'est automatisé. Donc, quel est l'intérêt de Kubota ici? En fait, on a un gros réseau de distribution avec des canaux de distribution à travers le monde. Et c'est ce que l'on explore aujourd'hui. On ne peut pas évidemment vous donner tous les détails. Non, donc, nous comprenons que c'est une diversification pour vous, Kubota. Et dans votre cas, c'est plus un approfondissement de votre métier cœur. Oui, absolument. Lorsque nous comparons Kubota à Amazonen, c'était en fait nous avons ici une nouvelle approche commerciale, notamment pour les légumes et donc pour les maraîchers. Et c'est un segment important. Ce n'est pas notre... alors pour la cueillette des fruits, ce n'est pas notre... en fait, ça a plus trait à la technologie et au réseau de distribution. Et donc, ça va nous allons prendre la décision de savoir si nous engageons dans un nouveau secteur ou pas. C'est pareil, c'est la même chose pour nous. Est-ce qu'on s'engage dans un nouveau secteur ou pas? Yaniv, alors, outre le soutien financier
et je suis sûre que c'est la même chose pour vous, Philippe, vous cherchez d'autres types de soutien, de collaboration. Sur quel sujet travaillez-vous ensemble, collaborez-vous ensemble? Nous parlons de la distribution, de l'accès au marché, mais quels sont les autres sujets? Tout d'abord, les startups, notre point de vue, c'est qu'on ne peut pas tout faire seul. Il faut on peut développer de l'excellence et des robots superbes avec un logiciel génial, mais on n'a pas la distribution derrière. Si vous regardez ce qui existe sur le marché, je parle de Kubota. Nous avons été très impressionnés par leur réseau d'agents. Ils sont partout. Et ils ont des clients partout. Dans toutes les zones où il y a de l'agroalimentaire, vous voyez du Kubota. Et ce n'est pas seulement la capacité, la force de vente, mais également tout l'aspect maintenance, distribution. Et les agents sont extrêmement professionnels. Et lorsque vous voyez ceci, vous comprenez que soit vous les rejoignez, et l'autre option, c'est de tout faire seul. Mais en fait, ça n'a aucun sens de faire les choses dans son coin. On n'a pas assez d'argent, de temps. L'horloge du temps, elle continue sa course. Et nous devons avoir une approche mondiale. Et Kubota est une entreprise mondiale pour dynamiser le marché. Sinon, vous n'avez une empreinte qui reste cantonnée au niveau local. Et lorsque vous commencez à collaborer, vous allez jouir de l'expérience de Kubota, une expérience qui remonte à fort longtemps. Et il y a les retours d'expérience des cultivateurs, des tests, toute une série de données, non seulement du point de vue local, mais également sur une base mondiale, une empreinte mondiale. Et Philippe, vous avez le même sentiment? Oui, si vous regardez la collaboration entre les startups et les entreprises qui ont une longue histoire, ça n'a pas seulement trait à l'argent. En fait, l'investissement, l'argent, c'est une chose très importante dans l'histoire, mais pas forcément. Si vous suivez Exceed, vous verrez que toutes les communications que nous donnons au marché a trait aux robots. Aux premières étapes, nous avons présenté Spader. En fait, c'est un genre de... donc c'est pour faire donc les semis de manière automatique. Et après ceci, nous avons lancé une machine pour les vergers avec des diffuseurs intelligents, des pulvérisateurs intelligents. Et ensuite, on a étudié la technologie Flaymore. Lorsque on a voulu commercialiser le robot, en fait, on en a vendu 20 pièces pour l'instant, puisqu'on a commencé sa commercialisation l'an dernier. En fait, nous savions que ce robot devait remplir certaines demandes commerciales et exigences sur le terrain, et sinon le robot ne sert à rien. Et les startups, grâce à les grosses entreprises, elles peuvent gagner de l'argent, évidemment, mais les collaborations, lorsque le robot doit travailler sur le terrain, à partir du logiciel jusqu'à l'outil, en fait, l'argent, c'est peut-être moins important. Et vous pensez que la collaboration, c'est le seul moyen pour la compétitivité des robots? Ou y a-t-il d'autres solutions alternatives? Je dis jamais qu'il n'y a pas de solution alternative, car c'est un petit peu radical de dire ceci. Mais je suis tout à fait d'accord avec Yaniv. Je crois qu'on ne peut pas tout faire seul. Il faut avoir un réseau. Et le réseau, pas forcément de distribution, mais finalement,
Il faut voir comment les choses sont distribuées, comment est-ce que les machines sont maintenues sur le terrain. Car il faut des personnes qui jouissent d'expérience sur le marché. Ce n'est pas comme une voiture. On parle du sol, des différentes cultures à travers le monde. On parle des climats différents. Donc, il faut des personnes qui comprennent l'agriculture. Et ces grosses entreprises nous donnent en fait la possibilité de faire ce tremplin, d'arriver à faire avancer l'innovation. Si on fait les choses seul, on fait les choses à notre niveau robotique et ça ne correspond pas aux besoins du marché. Donc il n'y a pas de solution de rechange, vous diriez, où il y a des solutions de rechange. Est-ce que les alliances avec ces grandes entreprises sont la seule issue? Non, en fait, il faut voir quel est le risque des autres alternatives. Et je crois que si on fait tout seul, on fabrique les choses seul, c'est faisable en effet. Il y a des entreprises de robotique qui le font, et très bien. Mais en fait, on atténue les risques grâce à la collaboration. Pas juste les risques techniques, les risques financiers. Si on fait les choses trop vite, on arrive sur le marché très vite. Et vraiment, au niveau de la trésorerie, vous économisez l'argent que vous n'avez pas. Donc on prend de plus gros risques financiers. Mais si on fait un gros budget, on fait les choses tranquillement et on avance année après année. Mais les startups, en général, n'ont pas ce temps-là, ne jouissent pas de ce temps pour développer des choses. Est-ce que vous êtes les gens de GAFA, de la machinerie? Est-ce qu'il faut passer par vous pour aller sur le marché? Parce que c'est du matériel et que on ne voit pas des personnes qui vont venir s'ingérer dans le monde du logiciel? Est-ce que vous êtes le Google du machinisme agricole qui contrôle le marché ou est-ce que vous êtes plus agile? Google, c'est plus du logiciel, en fait. Si vous regardez au niveau des startups, en fait, il y a très peu de matériel, juste les capteurs ou d'autres éléments. C'est beaucoup plus facile. Si vous déployez du logiciel, il n'y a pas de vente de marchandises comme pour le matériel. Dès que vous parlez de start-up, le travail se développe avec les robots. Vous avez tous les problèmes conception, fabrication, test, retour d'expérience, les développements dans l'hémisphère sud où il faut être compétitif également et il faut distribuer tout ça. Donc les startups de robotique, en fait, c'est très compliqué pour eux et c'est un gros défi pour eux, un gros pari pour eux. Et les solutions agronomes ou logicielles sont plus faciles à mettre en application. En tout cas, c'est ce que je pense. Et c'est la raison pour laquelle les grosses entreprises comme nous pouvons vraiment aider les entreprises, non seulement par les contributions financières, mais on apporte notre connaissance avec plus de 100 ans d'expérience dans la vente et la distribution de produits. Et comme Yaniv l'a dit, on ne peut pas faire sans, sinon on a une empreinte locale, niche, et c'est tout ce qu'on fera jamais. Oui, et que peut-être que l'on peut rajouter que nous sommes une entreprise familiale et quand on travaille avec des startups, eh bien on est équitable parce que nous ne voulons pas avaler les startups pour être le gagnant final. Donc ça n'est pas du tout dans notre façon de procéder. Le marché est dynamique, la technologie est dynamique et je crois que beaucoup de gens ne savent pas à quelle vitesse et dans quelle direction le marché ira. Et quand on considérait le marché des deux côtés est intéressant.
Donc il y a les petites entités qui ont un aperçu vraiment très très pointu, et puis nous on a peut-être une vision un petit peu plus large. Philippe, quelle est votre vision du marché? Eh bien écoutez, la différence avec Stéphane est que si l'on cherche, regarde par exemple le produit portefeuille d'Amazon, bon, effectivement, leur vision est plus large, mais comme je l'ai dit, nous essayons d'être aussi large que possible et effectivement, disons qu'une start-up travaille différemment. C'est surtout ça. Et je crois qu'on en a parlé dans le bus ce matin. Disons que une entreprise de robotique va mettre en place le réseau de distribution parfait, tout est en ligne, tout fonctionne bien. Et puis l'agriculteur achète ou loue ou je sais pas, prend un service. Et voilà, il y a le robot sur la ferme et le robot est là. Et puis ensuite, il va voir son concessionnaire et puis il va lui dire est-ce que tu peux m'ajouter ceci ou cela? Et donc, sur le plan pratique, on a besoin de ces coopérations d'une façon ou d'une autre, pas forcément dans les investissements, mais il faut que ces deux univers se rejoignent. D'accord. On a parlé d'argent, on a parlé marketing, distribution. Qu'en est-il de l'industrialisation? Est-ce qu'il y a de la coopération à ce niveau-là? Non. Non. Pas pour vous. D'accord. Et pourquoi cela? C'est pas nécessaire? Pas nécessaire. Écoutez, je crois que dans les premières années où l'on commence une activité, l'industrialisation, il est essentiel de maîtriser les choses parce que votre produit va se développer. Vous avez les prototypes, on a construit plusieurs prototypes avant d'aller en production et donc nous sommes en train de mettre en place notre ligne d'assemblage, mais en fin de compte, on ne fait qu'assembler des composants. Et il y a une certaine maturité ensuite des machines sur le marché, distribuer des machines et des pièces pour les construire dans des micro-usines. C'est un objectif que nous avons. Pour les premières années, on va donner peut-être nos dessins Amazonen, on leur fournit nos châssis et nos pièces, et puis de toute façon, je crois qu'ils ont trop à faire. Oui, effectivement, on a beaucoup de choses à faire. Alors, il faut comprendre quel est notre rôle. Nous sommes un investisseur minoritaire chez Axid, donc nous, on ne veut pas particulièrement produire et vendre ces robots. Nous avons un investissement stratégique et nous essayons d'aller dans le sens du besoin du client en termes de machines, de technologie. Mais on a une autre coopération avec une autre start-up et là, on essaye effectivement de les amener aux standards de l'industrie. Et donc là, effectivement, on fait un peu de conseil en usinage, en usinage, en électronique, et pour faire que ces personnes, enfin, les startups ont besoin de se concentrer sur leur cœur de métier. Et donc, je ne veux pas donner de nom, mais j'ai un exemple. Ils essayent de tout faire, ils veulent tout faire. Et ma foi, vous le savez, qui trop embrasse mal étreint. Et donc, il faut essayer de trouver les bons partenaires qui permettront peut-être d'être compétitif et de se concentrer sur son cœur de métier. Très bien. Et pour vous, Peter, en ce qui concerne ce que vous faites dans votre usine, alors écoutez, pour nous, notre compétence clé, c'est de fabriquer des tracteurs. Donc, on a une expérience d'industrialisation. On peut effectivement on a cette expérience, mais en tant qu'investisseur stratégique, vous soutenez
Les startups, si vous êtes un actionnaire minoritaire, votre devoir effectivement c'est également de guider la startup. Donc vous faites partie avec les autres investisseurs. Enfin, vous êtes là pour aider, pour conseiller, mais parfois, la communauté le comprend mal. Ils disent un tel investit dans la startup, donc ils sont propriétaires, c'est à eux. Mais c'est pas aussi simple que ça. Et comme Stéphane l'a déjà dit, on a deux mondes très différents ici. On peut avoir une stratégie à long terme où on décide d'aider une startup avec peut-être d'autres accords. Si on veut un accord de distribution, c'est une chose, mais il faut travailler dessus. Ça n'est pas automatique, ça n'est pas quelque chose qui se met en place automatiquement. Donc, nous évaluons la possibilité peut-être d'ajuster notre feuille de route à l'avenir. Et je pense que c'est comme cela qu'il faut considérer les choses. Chez Amazon, vous regardez un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on pourrait fonctionner, travailler ensemble. Et puis peut-être qu'à l'avenir, on pourra avoir des accords de fabrication, de développement. Oui, donc ce devoir d'aider l'entreprise à monter en gamme n'est pas exclusif, hein, parce qu'il y a d'autres partenaires. C'est comme Isobas, enfin, je veux dire, c'est l'agriculteur qui va décider de quelle aide il a besoin. Et donc, si Amazon est un distributeur et que si ça marche bien avec Seed, eh ben c'est très bien. Mais c'est la même chose pour Tefo. Si on a un concessionnaire local, un distributeur local qui nous aide, qui nous soutient, ben c'est parfait. Mais il y a d'autres combinaisons possibles. Yannick, Peter a dit juste avant qu'il y avait deux mondes très différents. Qu'en est-il de l'entreprise, de la culture d'entreprise? Vous êtes une start-up, lui, il travaille pour un grand groupe. Comment gérez-vous cette collaboration? Il y a d'un côté des ingénieurs avec de la machinerie lourde, et puis vous êtes une petite entité très agile, très souple, très. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça matche facilement? Écoutez, les gens pensent souvent que une machinerie lourde signifie entreprise lourde, mais ça n'est pas du tout le cas. Et l'intégration d'une technologie se fait par des centres d'innovation. Et ces centres d'innovation sont petits et rapides. Ils ne sont pas lents. C'est comme cela que cela fonctionne. Nous, très clairement, on ne constate pas de réponses lentes. Non, les réponses sont rapides. Et effectivement, en effectif, ils sont peut-être pas aussi nombreux, mais le temps de réponse est très besoin. Chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on reçoit des réponses rapidement et du soutien rapidement. Et donc, pour l'heure, ça marche très bien. Oui, et de mon point de vue, effectivement, c'est la même chose. Nous avons un groupe de pré-ingénierie en interne et ils travaillent systématiquement sur les innovations. Et donc, et ces personnes-là, ce sont un petit peu, c'est notre start-up interne. Et donc, effectivement, c'est grâce à cette coopération que l'on progresse, et maintenant effectivement on doit regarder de l'avant et penser à la production en série. Et là c'est un autre groupe de collègues qui entre en jeu, et là effectivement ça peut devenir compliqué à cause de la dynamique de la start-up qui travaille peut-être plus vite que notre cycle de production, parce qu'effectivement nous devons ensuite alimenter le monde entier, mais c'est bon pour nous d'apprendre à devenir plus flexible. Et puis en ce qui concerne la culture d'entreprise, je dirais on passe 2 heures côte à côte régulièrement et on a un très bon rapport. Aux Pays-Bas, il y a énormément d'innovation, que ce soit pour la partie engrais, et donc effectivement beaucoup d'innovation, et on apprécie, on travaille bien ensemble. Voulez-vous ajouter quelque chose? Écoutez, non, c'était un excellent résumé, mais allez,
Axid, effectivement, c'est une start-up, mais quand on regarde les 4 fondateurs, ce sont des personnes qui ont un très grand historique, un très long historique en design et en conception de machines. Et donc, ils ont déjà cet état d'esprit et ils ont peut-être vu les aspects négatifs de leurs anciens projets, de leurs anciennes entreprises peut-être. Et du coup, ils donnent cet aspect start-up, ce côté start-up en étant très agile et très flexible. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, enfin, je connais Stéphane depuis des années déjà, mais vous nous avez contacté, je crois, c'était il y a un an et demi à peu près. Et effectivement, en tant que grande entreprise, je dois dire que j'étais très surpris et agréablement surpris par votre approche et votre travail. Donc, relation idéale. Bon, parfait. Et voulez-vous ajouter quelque chose, peut-être, Peter, sur cette culture commune, cette communion? Oui, effectivement, classiquement, il y a peut-être une tradition de cycle où peut-être on innove rapidement, puis ensuite, quand on passe à la production, les cycles sont plus longs, mais il y a une raison très claire, c'est qu'on a un réseau mondial et donc on a de grandes responsabilités. Si on a un problème, il faut faire des actions de rappel et ça coûte extrêmement cher, donc il faut vraiment s'assurer que le produit est au top quand il arrive sur le marché. C'est pour cela qu'on a des prototypes, on a des séries et tous les majors travaillent avec. Donc c'est quelque chose qui vient et qui est normal. Mais si une start-up commence à vendre partout dans le monde, ils auront le même problème. Donc il faut faire très attention au début. Mais au début, c'est facile parce que les start-up sont agiles, rapides. Et donc au début, il y a peut-être un écart avec l'univers de développement des entreprises plus larges. Et donc c'est pour cela que nous avons mis en place le centre de développement et on essaie de travailler avec une petite équipe qui est agile, qui peut prendre des décisions rapidement et qui peut amener les choses sur le marché assez rapidement pour test. D'accord. Est-ce que vous avez des apprentissages que vous souhaiteriez partager? Je ne sais pas, par exemple, des équipes dédiées pour l'innovation ouverte. Peut-être un commentaire. Vous avez clairement besoin d'une petite équipe qui a les coups des franches. Effectivement, la liberté, c'est très important. C'est un élément de coût, bien sûr, mais il faut s'assurer que les personnes qui travaillent dans l'innovation puissent travailler comme une start-up. Si ça n'est pas le cas, s'ils ont, je dirais, une double casquette 50-50, ça ne marche pas parce que l'opérationnel a toujours la priorité parce qu'il y a toujours des problèmes à régler. Et donc, on n'a plus assez de temps pour travailler sur les innovations. Oui, et puis au final, c'est notre connaissance clé. Alors, on a plus de 40 ans, mais c'est l'innovation qui nous fait avancer parce qu'on doit toujours garder cette coudée d'avance et effectivement, on a des concurrents avec les marchés classiques de Pologne, d'Italie, d'Allemagne également. Ils construisent des machines simples qui sont concurrentes des nôtres avec un prix sympa et puis parfois oui, de bonne qualité. Donc effectivement, maintenant, les cultivateurs, il y en a des centaines. Maintenant, on arrive au cultivateur intelligent, donc effectivement, il est difficile de ne pas se tromper. Il faut pas faire de la surqualité non plus. C'est difficile. Enfin, non, mais nous, très clairement, c'est l'innovation. L'innovation, c'est vraiment dans le cœur de notre ADN, et c'est ce que nos clients recherchent. Et parfois on fait un bon boulot et puis demandez-moi dans 2 ans si on voit plus de vert ou d'orange sur le Exceed, hein, parce que pour l'instant il y a du bleu, donc peut-être qu'on aura fait des erreurs, je sais pas, on verra. En tout cas on espère que non, que c'est un bon point de départ. D'accord, au-delà de ce point, avez-vous peut-être des points à partager, des leçons que vous avez apprises, que vous souhaiteriez partager? Écoutez, ça sera peut-être un commentaire commun, mais très clairement, si vous êtes, si vous êtes un entrepreneur ou une start-up, la question est quelle est la différence vraiment?
commencez à parler à l'industrie et au marché et ne restez pas trop longtemps dans votre laboratoire et votre petit univers parce que vous avez besoin de... Enfin, vous n'avez pas besoin de compter sur cette entrée, mais vous en avez besoin néanmoins. Et donc, si vous voulez croître rapidement, encore une fois, vous avez besoin d'une base plus large. Parce que sinon, il y a un risque très élevé que les gros vous dépasseront tôt ou tard. D'accord. Avez-vous d'autres choses à partager? Oui. Écoutez, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je dirais qu'il faut arriver à embarquer les visionnaires, les investisseurs visionnaires, les entreprises, les visionnaires, les clients visionnaires qui regardent de l'avant, qui ne regardent pas à ce qu'il y a cette année ou l'année prochaine. Mais on a vraiment besoin de ces personnes visionnaires qui voient vraiment loin dans le futur, qui imaginent comment ça sera et qui resteront avec vous quelle que soit la situation. Et ça, c'est précieux. C'est la leçon, à retenir. Il faut mettre en place une nouvelle équipe de clients, de partenaires, qui savent regarder au-delà de l'année qui vient. Et qu'est-ce que vous auriez fait différemment, vous quatre, si vous aviez une opportunité de recommencer à zéro? Qu'auriez-vous fait différemment? Quelles furent les erreurs dans votre collaboration? Écoutez, ça n'est pas encore clair. À ce jour, on verra peut-être avec Agritechnica, qui est le salle. Effectivement, on verra un petit peu ce qui en sortira. Mais de mon point de vue, c'est un moment extrêmement intéressant. Enfin, ces 20 dernières années, on a fabriqué des machines plus grosses, plus grandes, plus lourdes, plus confortables. Mais les machines sont maintenant toutes plus ou moins les mêmes. Maintenant, on arrive avec de l'électronique sur des cultivateurs. Enfin, il y a 20 ans, c'était pas possible. Aujourd'hui, les agriculteurs nous disent c'est idiot déjà. Mais quel sera, dans quelle mesure est-ce que ça sera accepté? Est-ce qu'on se plante? Je ne sais pas. Il manque le temps, il manque l'élément temps, effectivement, pour arriver à voir et comprendre les besoins réels de ces agriculteurs. Et puis effectivement, le marché est vaste et donc il sera intéressant de comprendre cela. Quand on regarde par exemple quand on regarde un pulvérisateur, peu importe qu'il soit en Espagne ou en Norvège ou qu'il fasse 5, 10 ou 15 mètres. Maintenant, on a des robots qui nous permettront de regarder plus en profondeur dans chaque segment de marché. Et il faut voir quel sera le point de départ, quelles seront les premières machines. Et puis on verra à chaque fois que trouver les 10 premiers, c'est facile, mais les 100 clients suivants, là c'est difficile, c'est plus difficile. Mais effectivement, c'est notre travail quotidien, donc on fait des erreurs dans notre production, dans nos développements, mais là c'est vraiment beaucoup plus passionnant parce que en fait on peut se comparer à personne. Oui, alors vous avez parlé... Vous avez parlé donc de ce salon en Allemagne, Agritechnica. L'année dernière, nous avons présenté une solution ensemble et nous avons gagné un prix ensemble. Donc ça, c'est quelque chose que Kubota avait mis en avant, on l'a soutenu et on a eu du succès. C'était en France ou en Allemagne? En Allemagne, c'était en Allemagne, d'accord. Et donc, on a gagné ce prix. C'est un beau succès pour nous. C'est une belle, un beau pas en avant. Oui, mais là, pour l'instant, je pose des questions sur les erreurs et vous répondez avec les réussites. Très malin, très malin. Oui, mais donc, je dirais que pour l'instant, on n'a pas eu d'erreur majeure. D'accord, alors peut-être que l'auditoire aura des questions. Qui aurait des questions à poser à nos panélistes? Ceux qui me connaissent savent que si personne ne pose des questions, je désigne les volontaires. Voilà, on a un volontaire. Alors, je suis peut-être un des rares agriculteurs présents dans la salle. Je suis également conseiller, mais
Dites-nous, je vous prie, qu'est-ce qui a trait au problème le plus gros? Il ne s'agit pas de main-d'œuvre, il ne s'agit pas de technique, il s'agit de peut-on développer l'agriculture de telle sorte que l'on cesse de nous accuser de détruire l'environnement et que le robot puisse véritablement faire quelque chose pour nous. Écoutez, on a toute une table ronde demain à ce sujet, mais je pense qu'on aura des premiers éléments de réponse ici. Écoutez, nous, effectivement, on répand beaucoup d'engrais, donc effectivement, là, bon, je dirais qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le problème, c'est surtout la pénurie de main-d'œuvre. Et pour Exceed, il est important, effectivement, d'arriver à arriver sur le marché déjà. Mais une des choses, c'est le changement peut-être de paradigme, la façon dont on se préoccupe du contrôle des adventistes. Il faut peut-être aller un petit peu moins vite. On a aujourd'hui des pulvérisateurs de 36 mètres. Et si on veut tout réduire avec des systèmes de désherbage intelligents, alors il faudra aller plus vite. Et en ce qui concerne le désherbage et pour l'agriculteur conventionnel, effectivement, bon, personne n'aime passer des heures sur son tracteur à désherber. Et donc aujourd'hui, en Allemagne, il y a beaucoup de subventions qui vont vers la technologie de désherbage. Et la technologie de désherbage, maintenant, c'est l'agriculteur qui doit acheter un nouveau tracteur, qui doit pour conduire ce désherbeur. Donc finalement, on va continuer à mettre des herbicides à nouveau. Donc bon, c'est la même chose que pour les labours, enfin les labours intensifs, effectivement, la façon dont on travaille aujourd'hui n'a rien à voir avec l'autonomie, donc il faut vraiment faire attention de ne pas tout mélanger. Et il y a la façon dont on travaille, la façon dont on fait l'agriculture, et puis les solutions que l'on peut proposer. Oui, qui voudrait rajouter un point? Alors écoutez, est-ce qu'on n'a pas une sorte d'accord entre la main-d'œuvre et puis l'agriculture renouvelable? Parce que ce qu'on a vu ces 30 dernières années, on a vu que bon, l'agriculteur a contribué à faire son travail, à savoir nourrir tout le monde avec plus de machines et des machines plus grosses. C'était un besoin, il fallait le faire de la sorte parce que les structures agricoles changeaient et la seule réponse, c'était le chimique et la taille. Maintenant, depuis quelques années, et puis c'est également dû à la voiture, à l'industrie automobile. On peut avoir des machines autonomes, intelligentes, et donc on peut commencer à travailler sur la taille, sur la complexité des machines. On peut peut-être revenir à des systèmes de rotation qui effectivement sont très coûteux en travail, demandent beaucoup de travail, mais permettent d'économiser du carbone. Donc si on étend notre système de rotation, si on peut effectivement peut-être éviter les labours profonds, on peut éviter un certain nombre de choses. Donc je dirais que effectivement il y a une collaboration entre plus, alors je dis pas d'agriculture bio, mais de l'agriculture peut-être raisonnée et le travail, parce qu'il faudra plus de temps. Écoutez, j'aimerais ajouter quelque chose qui a trait à la cueillette et aux émissions carbone. Alors vous allez me dire quel est le rapport? En fait, il n'y a pas de rapport, parce que la cueillette, c'est la dernière étape dans le verger. Les émissions de carbone semblent sans rapport, mais en fait si. Aujourd'hui, quand on regarde la partie gaspillage à cause du manque de main-d'œuvre, il y a des endroits où 20 à 30%
de la production est gaspillé à cause du manque de main-d'œuvre. Ce qui veut dire que l'on pourrait économiser 20 à 30% d'émissions ou augmenter le rendement. Donc il y a effectivement un lien. Si on a suffisamment de ramasseurs, si on a assez d'automatisation, alors on peut effectivement réduire les émissions de carbone. Oui, Peter. Effectivement, j'avais la même idée, mais effectivement, le gaspillage est un des plus gros contributeurs. On est à 30%, je crois, hein, au niveau mondial. Et donc, effectivement, il faut investir dans des entreprises qui soutiennent peut-être qui évitent les gaspillages, la collaboration. Effectivement, tout cela, c'est très important. Il faut revenir peut-être à des modes d'agriculture plus traditionnels. Ces dernières 15 années, les grands groupes industriels ont poussé vers des solutions avec effectivement, on a optimisé les épandeurs, on a optimisé toutes ces machines. Alors, effectivement, ça vient avec un coût, pardon, et effectivement, il y a toutes les prescriptions, il y a toute la partie engrais, mais la technologie est là. On a l'automatisation qui est à nos portes, les technologies arrivent, on va électrifier les robots, et puis bien sûr, il y a également l'énergie, l'hydrogène qui pourrait aider effectivement à réduire les émissions à l'avenir. Mais je crois que je pense aux cultures de spécialité ou aux vergers. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Les technologies que nous avons sont anciennes et bon, on peut maintenant effectivement traiter arbre par arbre dans un verger et on peut cibler uniquement l'arbre qui a besoin d'un traitement et ça, c'est quelque chose qui devrait arriver dans la vigne également parce que l'on peut économiser en engrais, on peut économiser en pesticides et en autres produits phytosanitaires. Donc l'optimisation, effectivement, est importante. Et puis ensuite, il y a la législation de la communauté européenne et puis peut-être l'agriculture, la vigne bio. Tout cela nous poussera à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Oui, peut-être un point sur l'agriculture de précision parce que on a 20 ans d'histoire d'agriculture de précision. On voit que des agriculteurs le font pour des raisons d'optimisation. Il y a une faible réduction effectivement de leurs intrants, mais au final, ce qui gagne peut être pas d'ailleurs. Mais la grande étape ici, c'est de réduire la pression des intrants et de notre point de vue, ça n'est possible que si on a une rotation des cultures plus importante. L'agriculture de précision et la recherche sur ces capteurs, c'était essentiel, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tout seul, ça n'est pas la solution, ça n'est pas la panacée. Et donc, effectivement, il faut ajuster nos méthodes de rotation des cultures. Alors, quelle est la différence entre l'agriculture de précision et l'agriculture régénérative? Eh bien, on en parlera demain à la même heure. Dernière question. Oui, merci de vous présenter. Bonjour, Ben Scoron. Stephen, vous avez commencé à aborder ce sujet, mais ce que vous avez dit est qu'il y a différentes façons de faire la même chose et que étant donné que vous êtes dans l'industrie, vous avez regardé plus ou moins la même façon de travailler. Bon, mais quel est votre appétit pour explorer différents modes d'agriculture plutôt que de faire les mêmes choses? Alors, on pourrait avoir... En gros, la question c'est est-ce qu'une collaboration entre les startups et les grands groupes pourrait aider? Alors, on est à la recherche de nouvelles méthodes de désherbage. Parce que à chaque fois, effectivement, quand on
quand on désherbe, on dérange la structure du sol. Et donc l'idée, c'est peut-être d'éviter de faire cela. Chaque goutte d'eau, tout est absorbé par la plante. Donc on a un certain nombre de projets qui sont en cours pour peut-être rajouter peut-être certaines cultures dans la rotation qui permettrait de réduire la pression des adventices. Mais là, on revient à des solutions, mais peut-être qu'il faudra peut-être retourner une troisième ou une quatrième fois dans le champ pour vérifier quelles sont les cultures intermédiaires et s'assurer que la pression sur la culture principale n'est pas trop importante. Et donc, effectivement, c'est un sujet qui pourrait être une solution. Oui, alors il y a toujours une différence entre ce que l'on voit actuellement, ce que l'on présente et ce dont on parle en interne. Donc, lorsque nous avons nos réunions produits, on ne parle pas de boulons et d'acier et de vis ou de données. On parle de ce que tu viens de dire, c'est peut-être de mélanger des cultures. En Europe de l'Ouest, on pense à peut-être, vous savez, le blé 50 ou 75, la betterave à 25, enfin, et puis on fait des essais et on essaye de standardiser et puis on met en place de nouveaux systèmes de culture, de nouvelles rotations. Et l'idée, c'est de commencer par ça et ensuite peut-être ajuster les machines. Mais si on ne fait que parler de machines, en réalité, on continue la culture. Il faut continuer à faire du blé comme on faisait il y a 10-15 ans. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on gagne de l'argent, bien sûr. Mais on doit commencer à vendre des machines qui peuvent s'intégrer aux environnements existants et aux méthodes de culture, aux méthodes culturelles des fermes actuelles. Mais notre autonomie nous permet d'aller peut-être vers d'autres mélanges. Et ça, c'est l'objectif, d'autres types de rotation. Et chez vous? Ben écoutez, oui, bien sûr, on parle bien sûr de ces changements, mais on constate que les agriculteurs sont très conservateurs, ne sont pas prêts à des changements drastiques. Et donc ça, c'est un processus qui pourrait prendre encore peut-être une dizaine d'années, voire 2 décennies. Et donc, effectivement, il y a des pratiques culturelles qui peuvent être ajustées. Mais j'ai un collègue qui est parti, qui a repris la ferme de ses parents, mais si l'on veut opérer des changements majeurs dans dans nos programmes d'engrais, il faut faire très attention parce que une fois qu'on a changé de casquette, on n'est plus un ingénieur, on est un chef d'entreprise et on veut s'assurer que ça marche. Et donc ça illustre que les nouvelles technologies sont vraiment, on les prend avec des pincettes et donc il faut vraiment soutenir les agriculteurs, il faut leur montrer quels sont les problèmes et les aider à surmonter ces petits problèmes. Et c'est un travail au long cours. D'accord. Et donc, ce qui justifie peut-être cette alliance entre les startups et les grands groupes pour aller petit à petit sur le marché, éviter la prise de risques trop importants. Et très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup. Excellente conclusion. Merci d'avoir participé. Je suggère que nous applaudissions nos panélistes pour ce partage d'expérience. Merci beaucoup à tous et on se voit très bientôt sur les champs pour les démonstrations.